Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un atelier qui s'appelle Les minéraux dans le monde et qui est offert aux écoles primaires de la région et de partout au Québec lors d'une journée spéciale sur les minéraux. Alors cet atelier-là, Les minéraux dans le monde, peut durer facilement 1 heure et quart. Donc c'est seulement une partie de l'atelier qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc cet atelier-là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on présente aux enfants une carte du monde sur laquelle on va aller positionner certains pays et on va expliquer aux enfants quelle est la principale ressource naturelle minérale qui est extraite dans ce pays-là. Donc on voit les pays producteurs, mais aussi on va voir les propriétés de ces minéraux-là. Donc qu'est-ce qui fait qu'on veut les exploiter? Comment on les extrait, les méthodes d'extraction des minéraux, et aussi qu'est-ce qu'on en fait de ces minéraux-là une fois qu'ils sont extraits. Donc, la façon dont on aborde ça avec les enfants, c'est qu'on leur explique que les minéraux, il en existe beaucoup de sortes dans le monde. En fait, il en existe plus de 4000. Alors, c'est impossible de toutes les connaître par cœur. Alors, comment les scientifiques font pour s'aider? C'est qu'ils vont les diviser en 9 grandes familles de minéraux. La façon dont ils les séparent, c'est qu'ils vont regarder les propriétés chimiques, propriétés cristallographiques. Ce sont des choses que je n'aborde pas avec les enfants parce que c'est très complexe comme matière. Mais je leur dis quand même que les minéraux sont divisés en 9 grandes familles. Évidemment qu'on ne les voit pas toutes durant l'atelier parce que l'atelier en lui-même durait toute la journée. Alors on en voit seulement quelques-unes de ces familles-là que je vais regarder avec les enfants. Alors, la première famille qui est abordée avec les enfants, ce sont la famille des éléments natifs. Ensuite, on va voir parmi ces familles-là la famille des halogènes et aussi la famille des silicates. Pourquoi ces familles-là sont choisies? La famille des silicates, c'est tout simplement parce que ce sont les minéraux qui sont les plus couramment trouvés sur sur la Terre, en fait, les minéraux qui sont les plus communs. Et c'est aussi les minéraux, l'amiante chrysotile que l'on retrouve dans la région fait partie de cette famille-là. Donc, c'est plus facile pour les enfants d'avoir une référence avec quelque chose qu'ils connaissent. Quand c'est des enfants qui viennent de la région, les enfants qui viennent de l'extérieur viennent ici pour en apprendre plus sur l'amiante chrysotile. Donc, c'est plus facile pour eux de faire un lien comme ça. Ensuite, la famille des halogènes, elle est choisie parce que c'est une surprise pour les enfants. Ils découvrent un minéraux qu'ils utilisent à tous les jours, que leurs parents utilisent à tous les jours, mais ils ne savent pas que c'est un minéral. Ils ne savent pas non plus, évidemment, que ça fait partie de la famille des halogènes. Je parle du sel. Le sel est un minéral là, que les enfants connaissent très bien. Alors, c'est une surprise pour eux de découvrir que ça fait partie de la grande famille des minéraux. Et finalement, l'autre famille qui est abordée, c'est les éléments natifs. C'est de celle-ci que je vais traiter ce matin. Pourquoi les éléments natifs? C'est que c'est probablement les minéraux qui sont les plus vieux. En fait, au niveau de la connaissance humaine, ce sont ceux qu'on connaît depuis le plus longtemps. Et c'est aussi ceux qui vont nous fasciner le plus. Pourquoi? C'est qu'on les trouve tels quels dans la nature. Éléments natifs, c'est ce que ça veut dire, c'est que en fait, ce sont des éléments qui font partie du tableau périodique. Ceux qui s'en rappellent, on a vu ça en sciences physiques de secondaire 4. Donc, le tableau périodique, il y a certains éléments dans ce tableau-là. Et les éléments natifs, ce sont des minéraux qui sont tellement concentrés, des éléments tellement concentrés qu'on peut les prendre, on peut les manipuler, on peut les regarder à l'œil nu, mais pourtant, ce sont composés d'un seul élément qu'on appelle les éléments natifs. Dans cette famille-là, on parle entre autres du zinc, du soufre, du carbone qui est associé au diamant et aussi de l'or. Donc c'est surtout de l'or que je vais vous parler ce matin parce que l'or fascine l'humanité depuis des temps immémoriaux pour 2 raisons principales. Premièrement, la quasi-inaltérabilité de l'or. C'est un minéral qui ne change pas avec le temps, est toujours pareil. Donc, c'est associé beaucoup aux divinités à cause de ça, parce que les divinités sont éternelles, donc l'or aussi est éternel. Donc, beaucoup d'associations, l'or avec les dieux, c'est beaucoup d'associations comme ça qui est fait. Et la deuxième raison, c'est la couleur de l'or, qui est très, très jaune, un jaune très brillant, qui rappelle le soleil. Donc, le soleil qui est très associé aussi avec les divinités. Donc, c'est 2 des raisons là, pourquoi l'or est très fascinante depuis des temps très anciens. Bon, alors l'or, qui est d'élément chimique AU dans le tableau périodique, donc l'or est un élément chimique, mais est aussi un minéral que l'on peut ramasser à main nue, comme je le disais tout à l'heure. Donc les propriétés physiques de l'or, ce sont
En fait, les propriétés physiques, ce sont les raisons pour lesquelles on va exploiter un minéral. Il y en a une que j'ai abordée un petit peu, c'est l'inaltérabilité de l'or. L'or est inaltérable. C'est sûr que pour les enfants, il y a des grands mots des fois qu'ils comprennent pas, donc je les aide à comprendre ces termes-là en leur faisant des relations avec la vie de tous les jours. Comme je leur dis, par exemple, si on laisse la voiture tout l'hiver dans le banc de neige sans la déneiger, est-ce qu'elle va être toujours dans le même état au printemps? Sûrement pas. Peut-être qu'elle va avoir rouillé. Sûrement qu'elle va avoir rouillé. Les pneus vont peut-être être à plat. Donc, il va être arrivé toutes sortes de choses qui vont faire que la voiture va s'être altérée. Si je prends une pépite d'or et que je la laisse tout l'hiver sous le banc de neige ou que je fais passer la vie de la pépite d'or dans un aquarium ou quelque chose comme ça, je demande aux enfants, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir changé l'or? Les enfants, souvent, ils ne savent pas. C'est une surprise pour eux de savoir que l'or, non, ne change pas. Au bout de 100 ans, l'or, même si elle a passé 100 ans en dessous de banc de neige, ce qui n'est pas vraiment possible, enfin, l'or ne change pas, ne rouille pas, ne ternit pas. Elle est toujours aussi belle. Bon, dans un aquarium, peut-être qu'elle aurait des algues un peu dessus. Il suffit de la nettoyer et elle demeure aussi belle. Donc, l'inaltérabilité de l'or est l'une de ses propriétés principales. Une autre chose à propos de l'or, c'est le fait qu'elle a une densité très, très élevée. Bon, qu'est-ce que c'est la densité? C'est le poids du minéral par rapport à son volume. Et on compare toujours le volume de minéral par rapport au même volume en eau. Donc, par exemple, un volume d'eau est de 1. Pour un même volume d'or, c'est de 19,3. Là, je vous vois à la maison avec les gros points d'interrogation, c'est peut-être plus difficile à comprendre un peu. Je vous donne un exemple. Si je voulais soulever une chaudière remplie d'or, une chaudière de plastique, n'importe quelle chaudière de plastique, imaginez-vous-en une à la maison. Si je veux soulever cette chaudière-là avec mes bras, c'est comme si j'essayais de soulever en même temps 19 chaudières d'eau et un tiers. Donc, le poids de ma chaudière d'or est aussi lourd que le poids de 19 chaudières d'eau. C'est ce qu'on appelle la densité. Une densité très, très élevée comme ça, ça va nous donner des indices quant à la méthode d'exploitation, méthode d'extraction dont je vais parler un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, je dis souvent aux enfants, parce que beaucoup de références pour les enfants, ce sont la télévision, les choses qu'ils voient à la télé. Puis souvent, on voit dans les films les gangsters qui ont volé la banque, qui se lancent les lingots d'or comme ça, et l'autre gangster rattrape le lingot d'or pour le mettre dans le sac. C'est impossible. C'est tout à fait impossible. Un lingot d'or pèse à lui seul 75 livres, donc soit à peu près le poids d'un enfant. Donc, c'est impossible de lancer un enfant comme ça, de le rattraper. Alors, comme on dit, c'est arrangé avec le gars des vues. Hein. L'or est beaucoup trop lourd pour qu'on puisse faire des choses comme ça. Et puis d'ailleurs, le fait que l'or soit en forme parallélogramme, ou plutôt, excusez-moi, pas parallélogramme, mais en forme de trapèze, c'est tout simplement pour être capable de le soulever, de le manipuler. Parce que si c'était une brique, donc un lingot d'or en brique carrément, ce serait impossible de le soulever. On n'aurait pas de prise pour pouvoir le soulever. Donc, on le fait en forme de trapèze comme ça pour être capable de glisser les mains en dessous et de le soulever ensuite. Parce qu'imaginez-vous, une brique de 75 livres, ça serait difficile à lever s'il n'y avait pas de prise de main dessus. Donc, on a vu comme propriété l'inaltérabilité, la densité de l'or qui est très élevée aussi. C'est un minéral qui est très, très rare. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'or vaut aussi cher, c'est qu'on n'en retrouve pas tant que ça sur la planète. Donc, le fait que ce soit rare, c'est associé aux richesses. Donc, des bijoux en or, des pièces d'or. Donc, évidemment, là, ça en fait un minéral très, très prisé, qui nous sert d'ailleurs dans les cours boursiers. Vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler un peu plus de cet élément-là. Et finalement, une dernière propriété de l'or qui fait qu'on va l'utiliser beaucoup, c'est le fait que c'est un très bon conducteur. Théoriquement, bon, en principe, à la maison, on utilise des fils électriques en cuivre, parce que le cuivre est un très bon conducteur, mais en réalité, l'or est encore meilleur conducteur que le cuivre. C'est juste qu'imaginez-vous, faire le filage électrique de la maison avec de l'or, ça coûterait beaucoup trop cher, donc c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais en réalité, l'or est meilleur conducteur. Toutes ces propriétés-là qu'on a vues vont déterminer ce que l'on va en faire plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'or en général? C'est sûr qu'il y a toutes sortes de petites applications, mais grosso modo, ce qu'on en fait, c'est que le tiers de la production mondiale va servir dans l'industrie du bijou.
Donc, on fabrique beaucoup de bijoux avec de l'or. Mais c'est important de comprendre qu'on ne peut pas utiliser l'or tout seul pour faire un bijou. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, imaginez-vous un bracelet en or, ça serait beaucoup trop lourd. On aurait de la difficulté à le porter. Ensuite, l'or est un minéral qui est mou. Donc, si je marche avec mon bracelet, je l'accroche sur le mur, ben c'est sûr que mon bracelet va s'être déformé, peut risquer même d'avoir cassé. Alors, on va toujours mélanger l'or avec un autre type de métal pour lui donner des propriétés, une tenue mécanique en fait, et aussi pour lui donner des couleurs. Donc, on peut mélanger avec le cuivre, avec l'aluminium, avec toutes sortes d'autres métaux. Ce qui fait que souvent, quand on parle d'or blanc, d'or bleu, d'or rose, c'est le fait que l'or est mélangé avec d'autres types de minéraux, justement pour qu'il soit plus solide et moins lourd en même temps. Je raconte aussi beaucoup aux enfants une anecdote par rapport à ça. Au musée, en entrant dans le hall, on voit la grande statue de Saint-Maurice. La statue de Saint-Maurice est peinturée avec une couleur or. Les enfants me demandent souvent, est-ce qu'elle est faite en or, la statue de Saint-Maurice? Eh bien, non. Elle est juste peinturée et elle est faite en fait en bois et en tôle, tout simplement. C'était une statue qui recouvrait l'église Saint-Maurice avant que celle-ci soit détruite, juste avant le grand déménagement. Mais le fait est que c'est impossible qu'une immense statue comme ça soit faite d'or au complet. Pourquoi? Parce que le poids de l'or en tant que tel ferait que la statue se déformerait par elle-même. Elle ne pourrait pas garder sa tenue mécanique. Elle s'écraserait par terre littéralement. Donc, il faudrait l'avoir mélangée avec toutes sortes d'autres métaux. Donc, souvent, ce qu'on va faire avec l'or, plutôt d'avoir des structures en or très massifs, c'est qu'on va les recouvrir de feuilles d'or. On appelle ça de la dorure. Donc, la dorure, on peut la faire sur les statues, on peut la faire sur des vitraux, sur des bijoux, sur des livres. Même à une certaine époque, on recouvrait les gâteaux de feuilles d'or. À l'époque où les crémages n'avaient pas encore été inventés, on recouvrait les gâteaux de feuilles d'or. Une feuille très, très mince. Il faut comprendre que l'or, c'est très ductile, très malléable. C'est une autre propriété là, dont je n'ai pas parlé. Mais on peut prendre une pépite d'or minuscule, un peu comme celle que j'ai juste ici. C'est une pépite d'or on doit la regarder dans une petite boîte avec une loupe tellement elle est petite. Mais juste une petite pépite d'or comme ça, je peux la prendre et l'étendre, en faire une assiette à tarte facilement. Parce que l'or est très ductile, on peut l'étendre très facilement, un peu comme une pâte à pizza, on prend une boule, on l'étend. Donc, cette propriété-là de l'or fait qu'on peut l'étendre, oui, sur un gâteau, mais la feuille est tellement mince que ça ne paraît pas sous la dent et le corps la digère d'une certaine façon, l'élimine par la suite. Et même, à une certaine époque, encore une fois, l'industrie pharmaceutique avait de la difficulté à faire prendre certains médicaments à leurs patients parce que le goût de ces médicaments-là était amer. Donc, une fois qu'on avait le médicament dans la bouche, ça goûtait mauvais. Bon, alors ce que les industries pharmaceutiques faisaient, avant d'inventer les pellicules d'une espèce de plastique comme ce que l'on voit aujourd'hui, ils recouvraient les pilules avec une feuille d'or. Donc, le patient pouvait la prendre sans goûter le goût amer et la pellicule d'or se brisait juste une fois rendue dans l'estomac. Donc, le patient bénéficiait des bienfaits de son médicament sans avoir le mauvais goût dans la bouche du médicament. Alors, c'est l'une des choses que l'on fait avec l'or. Donc, j'ai parlé 1/3 de la production mondiale qui sert dans l'industrie du bijou. Il y a un autre tiers qui va servir à l'émission de monnaie pour les grandes banques. Chaque pays a sa banque centrale, si l'on veut, qui détiennent une certaine valeur, ce qui va permettre d'imprimer la monnaie. Donc, par exemple, ici au Canada, la Banque canadienne, pour ça, c'est la Monnaie royale canadienne. Donc, cette banque-là possède une certaine valeur en or, en lingots d'or, pour lui permettre d'imprimer de l'argent. Donc, souvent, je donne aux enfants un exemple pour leur permettre de bien comprendre. Si la Monnaie royale canadienne a une valeur de 1 million en lingots d'or, ils vont pouvoir imprimer 1 million de dollars en argent. Mais ils pourraient pas imprimer 1 million de dollars et un sou, parce qu'ils n'ont pas le sou en valeur. Donc, c'est vraiment la valeur des lingots d'or qui détermine la valeur de l'argent. Donc, tout cet or-là, ça représente environ 1/3 de la production mondiale. Ensuite, il y a un autre quart qui va servir
dans l'industrie pour toutes sortes d'autres petites choses. Par exemple, bon, j'ai parlé de la dorure, mais on peut aussi s'en servir dans les ordinateurs. Je parlais tout à l'heure que l'or était très conducteur. Donc, dans les ordinateurs, on a besoin de petits fils pour envoyer des signaux très, très précis là, au niveau de l'électronique. Donc, on va se servir de fils d'or très, très minces, très petits. Hein, étant donné que c'est ductile, on peut en faire des très petits fils qui entrent très bien à l'intérieur d'un processeur comme ça. Et pour vous donner un exemple, l'ensemble des ordinateurs usagés aux États-Unis, ça représente 2000 tonnes d'or. Alors, c'est sûr que ça nous dit qu'il y a beaucoup d'ordinateurs usagés aux États-Unis, mais c'est la preuve qu'il y a quand même beaucoup d'or à l'intérieur des processeurs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'or? Je veux juste revérifier mes notes pour être certaine de rien oublier. Donc, 1/3 de la production en bijouterie, la compensation pour l'émission de monnaie. Ah oui, les particuliers comme vous et moi, comme le musée. Ici, on en achète aussi. On peut acheter de l'or comme ça, brut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'or? Bon, ça peut être tout simplement pour collectionner. Ça peut être aussi pour faire des activités d'orpaillage, comme le musée. On en achète des pépites d'or pour aller sur le bord des ruisseaux avec les enfants pour leur montrer comment les prospecteurs font pour trouver de l'or. Donc, ces pépites d'or-là, hein, on les cherche pas dans la rivière, on les achète pour que les enfants puissent les trouver. Donc, c'est un 10% environ, grosso modo, là, de la production mondiale qui sert à l'achat par les particuliers, là, comme le musée, comme n'importe qui peut aller sur Internet et s'acheter quelques paillettes d'or là, pour quelques dollars. Alors, c'est en gros ce que l'on peut faire avec l'or qui est extrait. Quel est le principal pays producteur d'or? Il y a certains endroits sur la planète où on en extrait. Le Canada fait partie des producteurs d'or. Juste au Québec, ici, on a une mine en Abitibi, à Val-d'Or plus précisément. Mais le plus gros producteur mondial, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé la première mine d'or en 1886. Donc, ça fait plus de 100 ans que cette mine-là est en opération et c'est toujours aujourd'hui le plus gros producteur mondial d'or. Ils exploitent quelque chose comme 500 tonnes par année d'or par rapport à une production mondiale de 2500. Donc, juste à ce pays-là, ils en ont 1/5 de la production mondiale. Donc, c'est quand même énorme. Faut comprendre, par exemple, que l'Afrique du Sud, c'est vraiment une mine d'or qu'il y a là-bas. Ce qui n'est pas la même chose que l'exploitation en rivière, comme ce qu'on montre aux enfants ici au musée, c'est d'aller chercher l'or dans les ruisseaux, ce qui n'est pas la même chose qu'une mine d'or. Le fait d'aller chercher de l'or dans un ruisseau, c'est tout simplement que, étant donné que l'or est très lourd, il va suivre les courants. OK? Admettons qu'il y a de la pluie qui va tomber sur un gisement d'or, ben la pluie va entraîner l'or, va l'entraîner dans les ruisseaux. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve souvent dans ces endroits-là. Et on va utiliser le fait que l'or est très lourd pour retrouver la pépite d'or. C'est un peu comme si on avait une piscine, et qu'on remplissait la piscine de balles de ping-pong. Et à l'intérieur de cette piscine-là, on met une balle de golf. Les enfants comprennent bien avec cet exemple-là, parce que c'est à peu près la même taille, la même couleur. La balle de golf, par exemple, est beaucoup plus pesante que la balle de ping-pong qui est vide. Donc, c'est comme si la balle de golf, c'était ma pépite d'or, et ma balle de ping-pong, c'est comme si c'était un grain de sable dans un ruisseau. Donc, j'explique de cette façon-là aux enfants que si on brasse notre grosse piscine, ben, il y a des bonnes chances que la balle de golf elle descende au fond comme elle est plus lourde et que les balles de ping-pong restent sur le dessus. Donc, dans un ruisseau, c'est la même chose. On prend un plat, on ramasse le sable alluvionnaire, qui est le sable dans le fond de la rivière, et on brasse tout ça ensemble avec de l'eau. Et la pépite d'or descend au fond. Donc, il nous reste seulement à retirer les grains de sable qui sont sur le dessus pour aller récupérer la pépite d'or qui est au fond. C'est très rapidement expliqué, mais quand même, c'est la méthode qui est utilisée là, on appelle ça de l'orpaillage. Dans les mines d'or en tant que telles, c'est une autre méthode qui est utilisée. L'or va toujours se former sur une gangue de quartz. Donc, on va trouver à un moment donné un filon de quartz dans lequel il y a de l'or. Alors, ce qu'on fait, c'est une extraction mécanique en premier, donc un trou à ciel ouvert. On casse les roches, on les amène là,
dans l'usine d'exploitation. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on peut séparer l'or par gravitation. Le fait que l'or est très lourd, on a juste à faire tourner un peu les minéraux et l'or va se détacher de façon naturelle. On peut aussi chauffer les pierres pour faire fondre l'or, parce qu'on n'a pas besoin de chauffer l'or très, très fort pour qu'elle fonde, alors que le quartz, il faut chauffer très, très fort. Alors là, l'or va se détacher, donc on a juste à le récupérer et à le couler en lingots d'or. Bon. Évidemment, c'est très sommairement expliqué, mais ça peut quand même donner une bonne idée là, de la façon d'exploiter l'or. Okay. L'or est aussi très proche de l'imagination, si on veut. Il y a certaines histoires, parce que vous savez, on a beaucoup parlé de la ruée vers l'or du Klondike en Alaska, au début du siècle dernier, là, qui a attiré des milliers et des milliers de personnes. Mais l'une des plus grosses ruées vers l'or n'a pas été celle-là, mais a bien été celle qui est arrivée en Beauce, donc ici, pas très loin de chez nous, la rivière Gilbert. Donc, c'est une rivière qui est encore aujourd'hui très prisée pour l'or qu'elle renferme. Qui a découvert, c'est la première, ce gisement d'or-là? Ben, c'est pas vraiment un gisement, étant donné que c'est dans un ruisseau. Mais qui a découvert ça? C'est une jeune fille qui s'appelait Clotilde Gilbert. Clotilde amenait les vaches pour paître au champ. Et souvent, bon, il y avait des vaches qui étaient peut-être un petit peu tannantes, là, un petit peu tannantes dans le troupeau. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ramassait des cailloux et elle lançait les cailloux aux vaches pour les diriger au bon endroit. Alors, à un moment donné, en traversant le ruisseau, elle a voulu ramasser une pierre, encore une fois, pour ramener une vache dans le troupeau. Mais surprise, elle n'a pas été capable de soulever cette pierre-là. Elle a regardé et c'était une superbe pierre jaune dont j'ai une reproduction juste derrière moi ici. Donc, cette pépite-là, on l'appelle la pépite McDonald parce qu'il y a M. McDonald qui en a été propriétaire pendant un certain temps. On évalue sa valeur à peut-être aux alentours de 30 000 $ peut-être. Mais celle-ci, il faut bien comprendre, c'est une reproduction, ce n'est pas l'original. L'original a été perdu à travers l'histoire. Donc, est-ce qu'elle a été fondue? Est-ce qu'elle est enterrée? Est-ce qu'elle a été vendue à quelqu'un d'autre? L'histoire ne le dit pas. Alors, avis aux intéressés s'ils veulent partir à la recherche de la pépite McDonald. Donc, c'est la plus grosse pépite qui a été retrouvée dans cette rivière-là. Mais à partir de ce moment-là, imaginez-vous, il y a toute une série de personnes qui sont venues dans la région pour exploiter cette rivière-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une rivière, à travers les âges, va changer son lit. Si en 2010, la rivière serpente comme ça, ben peut-être qu'en 1910, elle faisait peut-être des tournants beaucoup plus larges, parce qu'une rivière va changer. Ce qui fait qu'il peut y avoir des dépôts d'or à 100 mètres de chaque côté de la rivière. Donc, les gens qui ont exploité la rivière Gilbert à partir de la découverte du gisement d'or ont pas juste exploité la rivière en tant que telle, mais ils ont vraiment fait des forages tout le tour. Et puis, ça l'a fait que la rivière aujourd'hui, au lieu de serpenter, c'est en fait 3 lacs. Donc, la rivière, c'est devenu plutôt des lacs là, qu'une rivière en tant que telle. Et à une certaine époque, il y avait une compagnie américaine qui était sur la rivière pour l'exploiter. Et au lieu de tout simplement faire leur paillage avec un plat, là, comme les anciens prospecteurs, ils étaient avec un immense bateau qui fonctionnait un peu comme un tapis roulant. Donc, il y avait des pelles qui allaient sous le bateau, qui ramassaient le sable alluvionnaire, qui le ramenaient sur le dessus. Et bon, on traitait là, ce sable-là pour trouver des pépites d'or à l'intérieur. Donc, imaginez-vous, le bateau s'en allait et lavait complètement le fond de la rivière. Donc, c'est pour ça que cette rivière-là a beaucoup changé de forme par rapport à ce que c'était à l'origine. Donc, on dit qu'aujourd'hui, il y en a plus autant. Il en reste presque plus de l'or dans cette rivière-là. Mais quand même, peut-être, si elle est si riche que ça en or, c'est peut-être en quelque part parce qu'elle passe sur un filon de quartz. Sur lequel elle va détacher ces petites pépites d'or-là. Donc, si on laisse le temps faire son œuvre, peut-être que d'ici quelques centaines d'années, elle sera tout aussi pleine là, de pépites d'or, là, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, l'or, c'est vraiment un minéral qui nous fascine depuis des temps immémoriaux et ça va encore fasciner les gens pour très longtemps, je suis convaincue. J'espère vous avoir donné le goût de connaître un peu mieux cette ressource naturelle-là. Donc, vous pouvez venir nous voir au musée pour qu'on vous en parle davantage. Il y a aussi les ateliers éducatifs que l'on donne, l'exposition permanente du musée qui en donne un bref aperçu. Alors, vous êtes les bienvenus pour venir nous voir encore une fois.
C'était Geneviève Claveroy pour le Musée Mamuse.